Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. On vous informe, vous conseille, bien manger pour mieux vivre, on le dit souvent, mais le pratique-t-on vraiment? Et pourtant, c'est important et à tout âge. Aujourd'hui, zoom sur l'alimentation des personnes âgées. Quel impact a cette alimentation sur les pathologies liées à l'âge? La réponse tout de suite, mais avant cela, question du jour. Là, on vient monde, je ne vais pas manger. Rien par Gouaï, qu'à nous peut faire. Et pour y répondre, à mes côtés, comme toujours, il est en mesure de parler d'enfants, mais aussi de personnes âgées, le docteur Per Yanin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de docteur Basile Zozio, vous êtes gériatre, et à vos côtés, madame Cognon, vous êtes formatrice nationale nutrition santé. Dans le cadre du programme national nutrition santé, tout à fait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Alors docteur, cette alimentation, elle est importante à tout âge et encore plus pour ces personnes âgées? Ah, tout à fait. À tout âge, comme tu l'as dit, des enfants aux personnes âgées. Et chez les personnes âgées, ce qui est important, c'est de bien connaître les particularités de cet âge, mais aussi les besoins spécifiques de cet âge. Des besoins spécifiques, il y en a, j'imagine, un certain nombre, docteur? Alors effectivement, avec l'âge avancé, il va falloir surtout varier l'alimentation pour ne pas avoir de carence et puis effectivement adapter son alimentation puisque en vieillissant, eh bien, physiologiquement, on ne va plus avoir la même faculté à s'alimenter en fait. On va avoir des modifications au niveau de l'odorat, au niveau du goût qui vont faire que les personnes âgées vont peut-être avoir plus de difficultés à retrouver de l'appétit. On va avoir des modifications également au niveau du transit qui font que eh bien, les quantités vont peut-être être moindres et on va devoir s'adapter au fur et à mesure de l'âge pour pouvoir justement permettre qu'un équilibre soit gardé et surtout que la personne puisse vieillir en autonomie et en santé. Alors, il y a des carences nutritionnelles en fibres, un certain nombre d'éléments, mais est-ce qu'il y a des particularités vitaminiques, par exemple, parce qu'ils sélectionnent trop leur alimentation ? Alors, je dirais qu'il faut surtout retenir qu'il n'y a pas d'interdit ou qu'il n'y a pas forcément de spécificité bien aiguë. Il faut surtout avoir une alimentation variée. Et c'est surtout ce qui est difficile avec l'âge, puisqu'on retrouve très fréquemment une monotonie alimentaire, c'est-à-dire qu'on remange tous les midis la même chose. Et l'idée, c'est de varier, surtout d'apporter par exemple des fruits, des légumes variés, parce que bien sûr, les personnes âgées vont être plus sensibles aux carences vitaminiques. Si on prend l'exemple de la vitamine B, elle a un rôle très important par exemple dans la mémoire, et il va être important d'en apporter pour justement éviter les troubles de la mémoire ou d'autres difficultés. Alors, il y a un certain nombre de repas. Que doit-on apporter à chacun des repas? Alors, par exemple, on va commencer par le début, le petit déjeuner. Alors, pour le petit déjeuner, il faut apporter bien évidemment de l'eau, donc de façon à hydrater le corps. Il faut un produit laitier, donc pour ou contre le produit laitier, mais les recommandations du programme national nutrition santé, c'est notamment l'apport d'un produit laitier. Un fruit ou un légume, on a tendance souvent à rester dans le schéma fruit, mais ça peut être un fruit ou un légume. Et, une salade de concombre. Exactement, voilà, comme on le faisait avant avec le Didico. Et également donc un produit céréalier, un féculent. Ça pourrait être de l'igname, ça peut être de la patate douce, des poyos, du pain, selon les habitudes alimentaires de chaque personne. Un petit peu de matière grasse et quand même aussi un apport en sucre rapide. Voilà. Alors, le déjeuner maintenant? Alors, pour le déjeuner, on reste sur la même base. Donc, toujours avoir au moins fruits ou légumes ou légumes. Avoir donc une source donc, de produits féculents, donc notamment source de glucides complexes. Source de protéines, donc je ne l'ai pas dit pour le petit déjeuner, mais si on n'est pas forcément pour les produits laitiers, on peut avoir une source en protéines, viande, poisson, œufs. Et puis également donc, un petit peu de matière grasse, notamment avec les huiles végétales. Et puis un petit peu de sucre également, donc, qui sera apporté donc, par les fruits. Et on termine avec le dîner, si j'ai bien compris, docteur, c'est ça? Eh bien, justement, non, parce que les personnes âgées, piège. contrairement à nous, ont besoin d'un goûter. Exactement, donc un goûter comme les enfants et les adolescents. Donc c'est important parce que leurs besoins sont élevés. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on aurait tendance à penser qu'avec l'âge, les besoins sont moins importants. Mais non, les besoins sont voire même plus importants. Donc une collation,
Donc on reste sur la base de une ou deux composantes, donc éventuellement un produit laitier plus une source de féculents. Ça peut être un fruit avec, par exemple, une source de féculents, donc tel que, par exemple, des biscuits avec, par exemple, un yaourt. Ça peut être un fruit ou une compote avec peut-être un petit morceau de pain avec du fromage. Voilà, donc toujours avoir, en effet, cette collation pour les personnes âgées, adaptée en fonction donc, de leur capacité aussi à manger. Donc on arrive au dîner maintenant. Ok, il n'y a pas d'autre étape. On n'est pas en croisière. Alors pour le dîner, c'est la même base que le déjeuner. Donc on est sur fruits, légumes, sources de protéines, viande, poisson, œufs. Donc on peut très bien proposer par exemple un potage avec éventuellement une tranche de jambon ou peut-être un petit blanc de poulet, pourquoi pas. Avec une source de féculents, toujours penser aux féculents, même le soir. On aurait tendance à penser qu'il faut supprimer le féculent le soir, mais non, pas du tout, parce que c'est là où le corps va trouver l'énergie nécessaire pour cette période de jeûne, donc la nuit. Et puis après, un petit apport en matière grasse. Donc il faut toujours limiter la consommation des matières grasses, mais un petit peu de matière grasse également, et toujours penser à l'eau à chaque repas. Et le produit laitier. Merci beaucoup pour ces éclairages. Justement, quand cette alimentation ne se fait pas correctement, quels sont les premiers signes d'une dénutrition, d'une mauvaise nutrition ? Alors, les premiers signes vont être assez simples à repérer. Ça va être surtout la diminution des quantités, de la fréquence des apports et puis surtout la perte de poids. C'est pour ça qu'on conseille très régulièrement, en tout cas aux personnes à partir d'un certain âge, de surveiller leur poids. Et cette fois-ci, vraiment d'être très vigilant sur justement une perte de poids trop importante en très peu de temps. Parce que ça peut être un signe effectivement que commence à s'installer une dénutrition. Et là, justement, il va falloir y remédier et trouver en fait les causes de cette dénutrition. Alors, quand cette nutrition ne se fait pas correctement, quels sont les premiers signes qui vont nous alerter sur une mauvaise nutrition, une malnutrition de ces personnes âgées ? Alors, je dirais que le signe le plus simple à repérer, ça va être une perte de poids trop rapide sur un temps très court. Et là, il faut vraiment être très vigilant parce qu'il n'est pas normal à 80 ans de perdre 3 kilos en un mois, par exemple. Et à ce moment-là, il va falloir chercher les causes et y remédier. Alors, parmi les causes, il y a notamment la position, la façon de déglutir, etc. Je vous propose qu'on regarde un reportage et on en parle après. Une mauvaise position assise a des répercussions graves sur l'alimentation de la personne âgée. Elle a plus de difficultés à attraper les couverts, à porter le verre à sa bouche. Elle risque de faire des fausses routes. L'inconfort peut lui faire perdre l'appétit. Leïla Couriol, ergothérapeute, nous explique. L'ergothérapeute travaille en équipe pluridisciplinaire. Donc au niveau de la gériatrie, il intervient très souvent, on va dire, en fin du maillon pour tout ce qui est l'alimentation. Alors, il va d'abord y avoir le médecin, la diététicienne et l'orthophoniste qui vont effectuer leur bilan et leurs évaluations. Et par la suite, ils feront appel à moi pour tout ce qui est adaptation de matériel, positionnement au niveau du fauteuil. Donc soit choisir un fauteuil adapté au positionnement qu'ils espèrent pour lutter au maximum contre les troubles de la déglutition, ou pour le matériel, des assiettes à rebord, des couverts adaptés, des choses qui leur permettraient d'avoir une préhension beaucoup plus simple et favoriser leur autonomie. En fonction des patients et de leur pathologie, on n'a pas le même type de matériel. Il faut savoir qu'il y a certains patients qui vont être capables de pouvoir avoir des couverts adaptés qui seront lestés, qui vont leur permettre une préhension un peu plus grossière, parce qu'ils ont des problèmes de motricité fine, sauf que d'autres ayant une perte de tonus musculaire devront avoir des adaptations qui seront faites par des manchons, par exemple, des choses vraiment qui s'accrochent sur la main, qui leur permettront de ne pas forcément avoir besoin d'une prise forte, mais au moins de pouvoir juste faire le geste en fait, de mobiliser leurs bras. Donc on va adapter vraiment le matériel en fonction du patient. Chaque patient n'a pas forcément le même type de matériel et n'aura pas le même type d'adaptation. Ce sera vraiment au cas par cas. Donc l'évaluation partira des premiers objets que nous avons déjà en stock et au fur et à mesure de l'évaluation, si on voit quelque chose qui pourrait être plus bénéfique à la personne, on va à ce moment-là faire des commandes en lien toujours avec l'équipe pluridisciplinaire. Si je peux donner un conseil pour les personnes qui sont à domicile, ce serait en tout cas manger dans une posture au moins à 90 degrés. Parce que dans tous les cas, à partir du moment où on est trop incliné vers l'arrière, par exemple, on peut avoir en fait des aliments qui ne vont pas forcément au bon endroit. Donc la posture à 90 degrés permet d'avoir le moins possible de problèmes de déglutition. Par rapport aux aidants même, ce serait vraiment d'être à l'écoute
et d'observer la personne. Parce que des fois, ils ont l'impression que les personnes ne veulent pas manger, mais c'est peut-être parce qu'elles n'y arrivent pas. Le plan de travail, le plan de table est peut-être trop bas. Comme ils ont des fois des problèmes de mobilité, ils ont peut-être du mal à pouvoir amener la cuillère jusqu'à leur bouche. Donc à ce moment-là, c'est vraiment être à l'écoute de la personne. Et après, se diriger vers les professionnels de ville. Parce qu'il existe des ergothérapeutes libéraux, il existe des orthophonistes libéraux et des diététiciennes aussi. Donc, soit se rapprocher des cabinets privés, soit se rapprocher d'organismes, par exemple comme le CRICAT, qui fait des visites ponctuelles en fonction de la demande. C'est quelque chose qui est payé par l'ARS, qui n'est pas payant pour la personne. Alors, l'ergothérapeute en gériatrie agit donc dans une équipe pluridisciplinaire afin de favoriser le bien-être et l'autonomie surtout de la personne. Donc il est intéressant de pouvoir bien positionner la personne afin qu'elle puisse prendre plaisir à manger. Le repas reste quand même un moment de plaisir pour les personnes âgées. Donc il faut favoriser au maximum ce moment afin que tous les éléments soient réunis au niveau de l'adaptation, au niveau de la texture comme on vous a parlé, mais aussi au niveau du confort. Donc le confort va passer non seulement par le fauteuil, si ce sont des personnes qui sont en fauteuil roulant manuel ou électrique, mais aussi au niveau du confort, au niveau de la table. Donc que ça soit des choses qui soient mises à la bonne hauteur, avec des couverts adaptés, un matériel adapté afin qu'il puisse se sentir comme chez lui. La perte d'appétit peut apparaître avec l'âge et entraîner la dénutrition, facteur de risque majeur se traduisant par une perte de la masse et de la force musculaire avec des risques accrus de chute et de fractures. Juliane Lefebvre, diététicienne, nous explique comment mieux nourrir les personnes âgées. Alors pour les personnes âgées, il faut savoir qu'on a des recommandations nutritionnelles nationales qu'on appelle le GEMRCN, donc c'est le groupement d'études des marchés en restauration collective et en nutrition. Donc ça permet d'équilibrer les repas, de vérifier qu'on a la couverture des besoins minéraux, en vitamines, en protéines, qui sont très importantes pour éviter la dénutrition. Parce qu'il faut savoir qu'en gériatrie, la dénutrition est très fréquente. Si c'est maltraité, qui peut mener au décès de la personne âgée. Donc si c'est bien pris en charge, on va limiter les dégâts. Donc au niveau des textures pour les personnes âgées, il y a ce qu'on appelle la texture mixée. Donc des fois, ça peut être suite à un AVC, ça peut être dû à l'état de la cavité bucco-dentaire, si la personne a un dentier, si elle n'en a pas, etc. Donc on va proposer de la purée. Donc tout sera adapté. Il peut y avoir une entrée, des carottes crues qui vont être mixées ou des concombres, enfin voilà. C'est important que tout ne soit pas cuit non plus pour préserver tout ce qui est vitamines, minéraux, parce qu'il y a des vitamines qui sont détruites à la cuisson. On aura des desserts mixés aussi également. Après, il y a des choses qu'on peut écraser. Donc par exemple, une banane, on peut l'écraser, des poyots, des racines. Donc ça permet aussi à la personne de conserver les saveurs locales. Et après, c'est vrai que tout ce qui est purée, etc., c'est très important de mettre beaucoup d'épices pour qu'on donne du goût, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très drôle de manger en texture mixée. Donc c'est important que le goût soit là pour conserver quand même un plaisir au niveau de l'alimentation. Au niveau du goût des repas, on est en Guadeloupe, donc on va essayer de conserver tout ce qui est local. Donc plusieurs fois par semaine, on va proposer des racines, des plats locaux type coubouillon, des blafs, des migans. Ils aiment beaucoup la morue aussi ici, donc on essaye chaque semaine de mettre un plat de morue varié. Ça peut être une brandade, une tarte à la morue, des acras, enfin voilà. Après, il faut savoir qu'on a des recommandations à respecter quand même. Donc au niveau des produits laitiers, au niveau des crudités, des légumes, le soir on aura souvent des potages ou des soupes. On va essayer de leur proposer le dimanche soit un gâteau tripes marbrées, gâteau à l'ananas. On va essayer de faire des flancs coco, tout ce qui est à l'ancienne, un peu les crèmes de manioc, crème avec la farine de maïs, etc. Et c'est des choses qui leur permettent quand même, c'est important pour qu'ils repensent à tout ce qu'ils ont vécu, leurs souvenirs. Donc voilà, on va essayer de proposer un peu de tout et de proposer des plats locaux, de saison, le plus souvent possible. Et d'ailleurs, on a des producteurs locaux. Tout ce qui est racines, ça vient de la Guadeloupe, c'est sous vide. Donc voilà, c'est le plus important. Il faut savoir qu'en milieu collectif,
Donc dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc., on a des recommandations à suivre. Donc c'est important qu'on veille à l'équilibre nutritionnel des personnes âgées afin de couvrir tous leurs besoins et de bien prendre soin d'eux. Donc on fait en sorte de leur proposer des choses qui leur plaisent au niveau du goût, mais qui sont bonnes également pour leur corps, pour leur santé, et éviter qu'il y ait des carences ou trop de bonnes choses aussi qui peuvent leur faire prendre peut-être trop de poids et là, à ce moment-là, causer des problèmes. Mais le plus souvent, on veille à l'équilibre nutritionnel et alimentaire des personnes âgées. Alors justement, cette dénutrition est-elle fréquente chez les personnes âgées ? Alors, elle est plus fréquente qu'on ne le croit, en tout cas, encore plus dans les EHPAD, les maisons de retraite ou encore en hospitalisation. Et c'est vrai que c'est important de la repérer très tôt. Alors, vous avez peut-être des idées, des chiffres à nous donner ? Alors oui, en moyenne, c'est plus de 50 à 70% d'hospitalisation et même en EHPAD, donc c'est quand même très fréquent. Mais il faut savoir aussi que les personnes sont dénutries également au domicile, dans une moindre proportion. Là, vont surtout jouer le rôle de l'isolement social, le fait qu'en fait, lorsqu'on est isolé, on mange peu, on diminue ses apports, on fait moins souvent ses courses, et donc malheureusement, on se retrouve dénutri. Donc vous avez dit surveillance du poids, mais surveillance aussi des quantités ingérées à chaque repas régulièrement. Alors, les quantités ingérées sont importantes, effectivement. Après, il faut bien retenir qu'avec un certain âge, on va avoir beaucoup de mal à manger de grosses quantités. Il est tout à fait possible, alors à ce moment-là, de fractionner les repas. On peut faire 4 prises alimentaires par jour, mais aussi on peut avoir une collation dans la matinée si vraiment on a du mal à faire un gros repas le midi, par exemple. Et on verra que c'est très fréquent chez les personnes âgées de ne pas arriver à avoir un très très gros repas le midi, mais une collation à 16 heures, une soupe, etc., ça peut tout à fait être... Il est important aussi de dépister précocement les difficultés à mâcher, par exemple, les morceaux ou certains types d'aliments. Tout à fait, c'est très important de repérer ce qu'on appelle les troubles de déglutition, puisque le risque, c'est d'avoir des fausses routes, des infections pulmonaires à répétition. Et ensuite, face à ces troubles, lorsqu'ils sont dépistés, s'ils sont liés à certaines maladies neurologiques, on peut adapter la texture. Mais là, c'est plus peut-être Madame Cognon qui peut nous en parler. Alors après, il faut savoir aussi qu'au niveau de la mauvaise alimentation des personnes âgées, on est souvent sur le schéma, je dirais, physiologique, mais il y a aussi le schéma psychologique qui est très important. Donc vous l'avez légèrement évoqué, en effet, en disant que l'isolement, mais quand une personne subit le veuvage, le déménagement des enfants, des petits-enfants, la personne n'a plus envie de s'alimenter, elle n'a plus goût à s'alimenter. Donc ça, c'est aussi très important d'en tenir compte et ce sont également des signes justement d'une mauvaise alimentation donc, de la personne âgée. Donc, il ne faut pas rompre, après toutes ces difficultés que vous venez de dire, il ne faut pas rompre en pot sur la qualité des aliments apportés. Il faut maintenir les traditions. Exactement. Donc, vraiment, consulter la personne âgée aussi pour lui demander quelles étaient ses habitudes, la solliciter peut-être pour les menus, contrôler son frigo pour voir s'il reste beaucoup de denrées ou pas. S'il reste beaucoup de choses, ça veut dire qu'elle s'alimente peu. Lui demander peut-être si elle a des difficultés à cuisiner. Donc ça, c'est vraiment important de tenir compte donc, de tous ces facteurs-là. Quand une personne âgée est dénutrie, souvent on leur apporte des compléments alimentaires, vous savez, les petits flacons là, mais qui ne sont pas toujours adaptés, que les personnes âgées n'adhèrent pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions un peu locales, disons ? Tout à fait. L'idée, c'est à ce moment-là de se retourner vers la biodiversité locale, vers des préparations qui vont utiliser nos produits locaux. Et on a beaucoup de personnes comme Mme Cognon qui peuvent donner des petites recettes et des petites astuces pour enrichir en fait l'alimentation. Faire des crèmes, par exemple des crèmes à base de dictame, à base de farine de fruits à pain, ou sans aller forcément sur la farine, mais on a le fruit à pain, quand il est très mûr, on peut faire une crème avec. On peut après agrémenter, donc notamment enrichir un repas avec un petit peu de matière grasse selon la personne, ou éventuellement avec des produits laitiers entiers également. Donc c'est vraiment important en effet de pouvoir enrichir l'alimentation d'une personne âgée. Un bon chaud d'eau, un bon sorbet coco, c'est bon. On fait attention à la dose en sucre quand même. Alors, pas trop de sucre, c'est ça. Non, mais voilà, exactement. Et vraiment, comme vous l'avez dit, rester sur les traditions et les habitudes alimentaires. Alors c'est peut-être plus évident à faire quand les personnes sont à domicile, avec des soignants, des aidants. Mais quand on est dans un EHPAD, comment ça se passe ? Comment on fait le lien ? Est-ce que votre travail aussi dans le cadre de l'association, c'est aussi d'accompagner ces centres d'accueil pour adapter ce qu'ils proposent ? Alors après, il faut savoir que tout ce qui est institution, il y a les professionnels de santé, il y a les diététiciennes, il y a les médecins nutritionnistes et tout ce qui est restauration, je dirais, de collectivité est bien cadré, notamment par un document qui s'appelle le GEMRCN. Donc il y a des quantités précises qui sont données, mais
Après, il faut vraiment tenir compte aussi de la manière dont la personne âgée va se comporter autour de sa manière de s'alimenter. Même si on donne des repas en principe équilibrés donc dans les institutions, dans les EHPAD, mais est-ce que la personne mange tout son repas? Déjà, il faut s'interroger là-dessus. Est-ce qu'elle prend son repas toute seule? Donc il faut... Voilà, on n'est pas que sur vraiment des quantités précises ou, je dirais, le côté vraiment physiologique. Il y a aussi l'humain qui compte beaucoup et savoir déjà si la personne est à l'aise ou pas. Déjà, elle change de dimension, elle change d'environnement. Donc ça change aussi ses habitudes dans sa manière de s'alimenter. Il faut les laisser aussi prendre leur temps de manger. Exactement. Leur donner le temps, Tout à fait. les aider si besoin. C'est ça. Sans dévaloriser forcément non plus. Exactement. Il ne faut vraiment pas les dévaloriser, les infantiliser, parce que ça aussi c'est très gênant pour une personne, même si elle ne parle pas, mais elle a toute sa tête, elle a toute sa conscience, et ça peut en effet beaucoup gêner la personne quand elle mange si on l'infantilise. Voilà. Donc vous me demandiez par rapport à l'association, on peut en effet animer des ateliers. Par exemple, autour des sens, autour du goût, des ateliers cuisine également, de façon à ce que les personnes retrouvent donc un petit peu les habitudes, les saveurs, qu'elles puissent s'exprimer aussi. C'est important d'entendre ce qu'elles aimaient, ce qu'elles mangeaient. Beaucoup de communes, par le biais de leur centre d'action sociale, ont mis en place des ateliers de cuisine pour les personnes âgées. C'est une bonne initiative. Tout à fait. Ça permet vraiment aux personnes déjà de se retrouver entre elles, d'échanger, de partager des idées, des astuces, des recettes également, puisque de toute façon, avec l'âge, on perd certaines habitudes et on a tendance aussi à se demander qu'est-ce que je vais cuisiner. Et c'est important vraiment que de pouvoir partager avec les personnes, tout à fait. De se retrouver ensemble aussi, surtout. Exactement. Ça permet de lutter contre l'isolement. Et certaines peuvent dire oh, oui, mais tu te laisses aller, tu manges pas, vas-y, moi j'ai mangé telle chose demain, et demain je vais faire ça. Exactement. Ça les stimule un peu. Tout à fait. Et puis après, de partager des idées recettes, des menus également. Et ça, c'est important. Alors, on parle d'alimentation, mais qu'en est-il de l'hydratation ? Alors, il faut savoir qu'avec l'âge, en fait, il y a un risque pour la personne âgée, c'est que très fréquemment, elle va avoir moins souvent soif et elle ne va pas se rendre compte d'ailleurs qu'elle est déshydratée. Donc, il va falloir surtout être très vigilant là-dessus et lui proposer à boire même lorsqu'elle n'a pas forcément exprimé l'envie de boire. Et après, effectivement, il peut y avoir plusieurs façons de s'hydrater, comme Madame Cognan peut nous dire. C'est ça. Donc, il est important vraiment de boire tout au long de la journée. Alors, que ce soit bouillon, que ce soit infusion, que ce soit tisane, ça peut être le potage également, le matin, le midi, le soir, au goûter également. Vraiment varier les différentes manières donc, de s'hydrater, de boire. La tisane avant de dormir aussi. Exactement. C'est ça, la tisane. Le dernier verre. Exactement, tout à fait. Pour faciliter notamment l'endormissement. Surtout pour les personnes âgées plus fragiles ou les personnes qui ont des maladies neurologiques comme des maladies d'Alzheimer ou Parkinson. Là, ils vont être très très sensibles justement à la déshydratation. Et certains signes d'ailleurs de déshydratation peuvent être un petit peu trompeurs. Une personne qui est un peu plus agitée, un peu plus agressive, qui a des troubles du comportement ou des difficultés de mémoire, eh bien ça peut être simplement parce qu'elle est déshydratée. Et donc l'une des premières choses, ça va être d'être vigilant sur ces signes-là pour pouvoir éviter ce risque. Alors, on a parlé de l'alimentation. Le pendant, c'est l'activité physique. Il faut qu'elles aient une activité physique régulière aussi. C'est ça. Tout à fait. C'est important, en fait, qu'il y ait une activité physique régulière. Alors, on dit bien activité physique, pas forcément du sport. Ça veut dire une activité qui est adaptée, en fait, avec l'âge. Ça peut être du jardinage, ça peut être aller récupérer le courrier à la boîte aux lettres. Et surtout, ça va permettre d'éviter la fonte musculaire, la perte des muscles, qui est très fréquente avec l'âge, qui est un vrai risque et qui aussi nécessite d'avoir un apport de protéines très régulier pour éviter justement cette fonte musculaire qui va conduire en fait à ce qu'on appelle la grabbatisation, c'est-à-dire la personne âgée qui ne se lève plus, qui ne se déplace plus de son lit. Ne pas faire le lit, le fauteuil, le lit, le fauteuil, sortir dans le jardin, aller récolter des mangues, il y en a là maintenant. Tout à fait, aller récolter des pois d'Angole, source de protéines. Voilà. Exactement. Donc les protéines, qu'elles soient d'origine animale ou végétale, donc d'origine animale, viande, poisson, œufs, et d'origine végétale, donc notamment avec nos différents pois, les lentilles, donc les légumes secs notamment. Alors, il y a un autre aspect, c'est l'aspect socialisation, rencontrer du monde, rencontrer les petits-enfants, les voisines, etc., partager. C'est important pour qu'elles restent dans le lien, mais aussi dans l'actualité, regarder la télé, tout ça.
C'est ça, et puis surtout dans cette dimension plaisir, on parle d'alimentation, mais souvent quand on parle d'alimentation, on a toujours ce schéma un petit peu alimentation restrictive, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, mais il y a la dimension plaisir également. Il est vraiment important de continuer à garder cette dimension, donc le plaisir de partager avec les enfants, les petits-enfants, d'échanger, et c'est vrai que parler des problèmes, parler des projets professionnels ou des formations des petits-enfants ou des enfants, c'est très important. Manger, c'est vraiment un acte social, en fait. Ça ne concerne pas forcément que la personne âgée. Je veux dire, même nous, si on est plusieurs autour d'une table, on va y rester plus longtemps, on va manger plus longtemps. Si on est tout seul devant la télé, on va se faire un petit plateau et puis c'est fini. Donc ça, c'est vraiment très important. Je parle surtout pour les personnes âgées qui sont peut-être isolées chez elles, parce qu'on n'est pas dans l'institution. Bon, il y a plusieurs personnes, mais on n'y pense pas forcément. Donc aller manger le dimanche à midi chez maman, ça peut être aussi très important de ce point de vue-là. Inviter une voisine également. Donc, on n'a pas parlé aussi de l'aspect budgétaire. L'aspect budgétaire compte beaucoup aussi pour une bonne alimentation, mais c'est pas puisque, moi je dirais en tout cas, c'est pas puisque les revenus diminuent qu'on ne peut pas manger, partager et inviter éventuellement un voisin, une voisine à prendre une collation et à partager un repas. Donc on peut manger aussi équilibré avec des petits revenus, puisqu'on sait que les personnes âgées ont des revenus qui diminuent, mais elles peuvent également donc avoir une alimentation équilibrée à petits revenus. Il faut faire un petit clin d'œil aussi aux clubs de 3e âge, qui font ça très bien, qui font des choses, y compris danser un peu, c'est de l'activité physique. C'est ça, c'est ça. Et c'est important. Et on arrive déjà au terme de notre émission. Merci beaucoup de vos précieux conseils. Chaque semaine sur ce plateau, on sort grandi grâce aux professionnels de santé qui nous font l'honneur de venir nous accompagner. Merci docteur. Merci Jennifer, merci. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et on se quitte comme à notre habitude avec la synthèse en créole. Messieurs et dames, bien bonjour. Je dis là, nous avons docteur Basile qui parle nous de l'alimentation à vie monde. Là où on prend l'âge, on commence des problèmes à manger. Parce qu'on peut de goût à manger là, ou pas de problème à dents. Manger là, pas toujours à goût. Des parfois, pas ni monde pour faire manger. Docteur Basile, expliquez-nous qui genre ça important qui ces grands monde là bien manger pour ne pas trouver yo à dans ça yo ka crier dénutrition. Ou ka voir ça les ka commencer maigri, il ka fondre. C'est pour ça faut peser yo souvent pour ça pas arriver yo. Fait yo manger régulièrement pour yo ça garder en bon l'habitude. Ba yo ça yo aimer et faire une belle petite présentation pour yo pas perdre goût là. C'est important aussi que vous faites si bon sport pour qu'on a toujours été debout. Nous bout pour jeudi jour, on aurait été véatif pour qu'on a toujours été docteur.